Bonjour à tous et à toutes. Donc, vous êtes ici à l'atelier service. Donc, en fait, il va y avoir 4 présentations par des services et associations, et ensuite un moment pour pouvoir discuter. Et donc, le but des discussions après, c'est de vraiment faire remonter le vécu, tant au niveau de ce que vous aurez entendu, au niveau des services, au niveau des actes, au niveau des coûts. Et voilà, donc vraiment faire ressortir le vécu des personnes, tant des services ou des personnes. Et donc on a 2 modérateurs, c'est moi le modérateur, 2 personnes qui prendront note et qui feront ensuite, qui en reparleront à Madame Lassois, et il y aura un compte rendu, mais par la suite, donc pas aujourd'hui. Voilà, donc on va écouter Carmen qui représente Madame Niève Tejada qui la remplace. Donc voilà, bon. Voilà, bonjour. Bon, j'ai parlé avant en train de traduire mon collègue. Et je m'appelle Carmen Arroyo de Sande, je suis espagnole et je travaille à la SPD, que c'est l'Association européenne des prestataires de services pour personnes en situation de handicap. D'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir donné la possibilité de parler aujourd'hui. Et avant de commencer ma petite présentation, je voudrais d'abord m'excuser car le français, c'est pas ma langue maternelle, donc de toute façon, je vais essayer de faire mon mieux. Je voudrais vous présenter d'abord qu'est-ce qu'on fait à la SPD, parce que Jim, ce matin-là, il a expliqué plus ou moins qu'est-ce qu'on fait, mais bon, des petits mots pour savoir qu'est-ce que c'est la SPD. La SPD, c'est un NGO à but non lucratif dans le secteur du handicap et on représente les points de vue de plus de 10 000 services dans 33 pays européens. Et notre objectif principal, c'est de promouvoir la qualité des chances pour les personnes en situation de handicap grâce à des systèmes de services efficaces et de qualité. Bien sûr, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est l'axe structurant de notre philosophie. Et pour favoriser le respect des droits des personnes et pour faire en sorte que les services que nous représentons soient en plein accord avec ces conventions. Et en fait, les ateliers qui nous occupent maintenant, c'est qu'est-ce que c'est un bon service. Dans les SPD, on travaille depuis des années pour voir la définition de qu'est-ce que sont les services de qualité pour les personnes en situation de handicap. Donc, je vais vous présenter 10 exigences clés. Et ces exigences clés, ils ont été élaborées aussi au sein des groupes d'experts qui ont élaboré les lignes directrices pour la transition des institutions vers les services de proximité. Donc, les 10 exigences clés pour un service de qualité. Et d'abord, il faut faciliter la pleine participation, l'inclusion et l'égalité des chances. Et les services doivent être construits autour des personnes avec un handicap et autour de leurs besoins qui peuvent changer. Ça veut dire que leurs besoins peuvent changer au long de la vie et les services doivent s'adapter aussi. Les services doivent être basés dans la communauté, donc les services de proximité, et enracinés dans la société. Bien sûr, ils doivent être mis en place en étroite coopération avec les personnes en situation de handicap. Et quand on fait le design des services, on doit avoir une approche holistique, multifacette. Et après, il doit être fourni par un personnel bien formé. Et les services aussi doivent être gérés pour un personnel bien formé. Le but, c'est de garder la famille unie. Et ils doivent être fondés sur la coopération des parties prenantes. Et on a parlé aussi de sécurité. Et les services doivent assurer la sécurité à tous les utilisateurs. Et finalement, il doit permettre des choix réels et informés. Donc, en fait, ce sont les 10 exigences clés. Et il y a aussi des mots clés. J'adore les mots clés parce que
c'est plus facile de retenir l'information. Donc, les services doivent être disponibles, accessibles, abordables, flexibles, individualisés, centrés sur la personne, complets, continus et orientés vers les résultats. Et le résultat, c'est la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Bien sûr, ça peut être... donc, on peut parler avec qu'est-ce que c'est un bon service, mais je crois que c'est important aussi de parler comment on va le faire, comment on va réussir à avoir de bons services. Il y a maintenant, on calcule 8 millions de professionnels qui travaillent dans le secteur. Ce sont 4 millions de personnes qui travaillent dans des services, on peut dire, spécialisés. Et l'autre 4 millions des services généralistes. Donc, d'abord, c'est vraiment important de commencer par les formations, mais je vous ai donné les données, ce sont 8 millions, donc c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge. Et, bien sûr, on a la question des constraintes budgétaires et l'austérité. Et aussi, on a les questions, on a parlé de la accessibilité. Bien sûr, si les villes et les endroits ils ne sont pas accessibles, c'est aussi très difficile d'avoir services de qualité. Donc, je voudrais finaliser en disant que nous, les prestataires de services, nous sommes confrontés à un vrai défi parce qu'on doit changer la manière qu'on travaille. Et ça, c'est à nous, à réfléchir, à évaluer comment on organise notre service et comment on peut les faire en collaboration avec les usagers. Mais aussi, il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble, et c'est de mettre en place ou de lutter pour avoir les conditions spécifiques pour que les choses fonctionnent. Et ça, c'est de réorienter les financements dont c'est nécessaire. Et ça inclut aussi de travailler tous ensemble pour que tout soit vraiment accessible. Donc, je stoppe ici parce que je crois que c'est un atelier et que tout le monde doit parler. Et vous pouvez poser des questions et bon, je serai très contente de discuter, de voir votre opinion sur le sujet. Merci beaucoup. Voilà, nous avons ensuite Madame Sophie Van Krietingen. Je suis désolée pour la façon dont je prononce le nom. Et alors je suis désolée aussi parce que je ne sais pas du tout où est cette personne, on ne s'est pas présenté avant, donc je la laisse parler sans savoir où elle est. Oui, est-ce qu'elle est là? Ou un représentant du 8e jour, je ne sais pas. Sympa. Bon, écoutez, excusez-moi. Par contre, une troisième personne qui était prévue, c'est donc Madame Nel Paxinou. De nouveau, excusez-moi pour la façon de prononcer, du SAP de Louvain-la-Neuve. Ah, super. Voilà, vous m'entendez? Oui, j'ai l'impression. Eh bien voilà, moi je représente l'ASBL SAP, Soins, Aide et Plaisir. C'est une ASBL assez alternative qui fonctionne déjà maintenant depuis plusieurs années et qui a commencé... l'objectif de cette association, c'est d'aider la personne handicapée à vivre une vie autonome, intéressante et qui lui permette aussi d'avoir une vie sociale. Et donc je suis un petit peu à la fois la présidente et disons le messager de cette association, puisque moi j'ai donc créé un théâtre itinérant il y a 35 ans, que je dirige toujours, et qui donc fait du théâtre de ville en village. Vous voyez que pour une personne à mobilité réduite, c'est assez
un peu incroyable. J'ai un handicap évolutif, et donc si je me suis plus ou moins débrouillée pendant plusieurs années, les choses deviennent de plus en plus difficiles pour moi, jusqu'à quelques années où j'ai rencontré cette ASBL qui me permet de continuer à vivre ma vie pleinement. J'ai une vie un peu particulière, c'est que je vis souvent la nuit, le soir, et donc je corresponds à ce que vous appelez des heures inconfortables, et même inconfortables pour moi aussi d'ailleurs, hein. Et donc cette association, je parle d'abord pour moi, je élargirai après aux autres bénéficiaires. Donc cette association me permet de répondre à ma vie professionnelle. J'ai un BAP, mais finalement ce BAP, plutôt que d'être une aide à la personne à mobilité réduite ou personne handicapée, ce BAP est un réel investissement parce qu'à mon tour, je donne du travail à 35 salariés. Donc je crois que là, la WIP a fait un bon investissement. Ceci dit, j'ai donc besoin d'aide plusieurs fois par jour pour l'hygiène et pour les déplacements et pour répondre justement à des conférences, à des spectacles que je vais voir, à des mises en scène que je fais moi-même, enfin toute la gestion d'un théâtre itinérant. Et donc ça demande une aide quasi personnalisée, c'est-à-dire que cette association répond à ma demande. Si j'ai besoin d'aide, par exemple, à midi, eh bien, sur un simple coup de fil, j'ai quelqu'un qui répond et qui arrive, dans la mesure des moyens, évidemment, dans le quart d'heure ou la demi-heure qui suit. Puisque je ne peux pas bénéficier d'aides structurelles bien définies, avec des horaires bien prévus à l'avance. Donc moi, je suis le cas tout à fait exceptionnel, mais qui me permet quand même de vivre totalement une vie autonome et très intéressante. Maintenant, cette association s'occupe aussi d'étudiants. On a parlé tout à l'heure de personnes qui avaient des difficultés à faire des études en Belgique parce que ce n'était pas assez encadré. Il y a effectivement aux universités des assistants pédagogiques, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, mais il y a toute l'autre partie de la vie sociale d'un étudiant qui n'est pas soutenue en général. Parce que justement, il y a parfois des conférences le soir à 8 heures du soir, il y a parfois un déplacement, un stage à faire à l'extérieur. Or, dans nos bénéficiaires, on a des étudiants à qui on permet de faire une vie étudiante totalement indépendante, comme un autre étudiant. Mais ça a un coût, et les BAP ne soutiennent pas toujours la totalité du coût. Et donc, il y a une part importante de la part du bénéficiaire. Ce qui pose évidemment un problème. D'autre part aussi, cette association s'occupe des personnes vieillissantes qui, souvent, avec l'âge, arrivent dans une grande dépendance. Et elle permet aussi à ces personnes d'avoir une vie sociale, de sortir voir leurs amis ou leur famille et de rester à la maison et d'avoir les soins qu'il faut, en plus évidemment des soins infirmiers et des aides familiales. Cette association, pour moi, elle est presque l'association idéale. Le seul problème, c'est qu'on a très peu de salariés, même de moins en moins. On a commencé il y a 7 ans avec des titres-services. On a été sanctionné parce qu'on employait les titres-services pour l'aide à la personne, alors qu'ils sont prévus pour l'aide ménagère et pour le repassage. Donc, voilà, c'était une bonne formule parce que ça permettait aux bénéficiaires de ne pas devoir investir trop d'argent dans leurs soins personnels. Nous avons été sanctionnés jusqu'à devoir licencier tout notre personnel. Il y avait à ce moment-là 12 salariés et donc on avait dû mettre sur le carreau 12 personnes. Et actuellement, l'association s'est relevée de ces problèmes grâce à des dons, grâce à des spectacles qu'on a faits en faveur de l'association, et d'autres petits expédients de ce genre pour essayer de récolter l'argent qui nous a permis de rester en vie et de repartir. Donc nous sommes pour l'instant en train de nous reconstruire et de repartir. Mais nous travaillons avec uniquement 2 salariés. Une personne qui s'occupe des transports et une et demie, disons, qui s'occupe de soins à domicile. Donc ça fait seulement 2 personnes et demie, je dirais.
Donc nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes qui sont très très pressantes. Et nous devons laisser beaucoup de personnes, encore une fois, sur le carreau. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis prête à répondre à vos questions. Merci. On va écouter maintenant Ariane Carbonel et Raphaël Nice du service Répit Wallopoly et enfin on entamera les discussions entre nous. Je suis là, moi, pour représenter le service Wallopoly. Donc, en fait, Wallopoly est un service répit qui s'adresse aux familles des personnes polyhandicapées. Donc, nous avons comme objectif de favoriser le maintien à domicile lorsqu'il est souhaité par la famille, de permettre à la famille des personnes polyhandicapées d'avoir des loisirs, d'avoir une vie sociale normale et de permettre aussi aux personnes polyhandicapées d'avoir des loisirs. Donc en fait l'objectif de Wallopoly n'est pas d'adresser aux personnes polyhandicapées des loisirs spécifiques, mais bien de l'intégrer dans les loisirs ordinaires. Donc on fait des séjours à la mer, on va à Walibi, on va à Paradise avec les personnes polyhandicapées et on est là aussi dans la garde à domicile. Donc on permet aux parents de souffler pendant quelques heures et de pouvoir partir faire un petit resto, faire un petit cinéma, l'esprit plus léger et en se disant que voilà, la personne polyhandicapée reste à la maison ou fait une autre activité sur le côté avec des personnes qui sont formées et au polyhandicap. Donc en fait au niveau de Wallopoly, ce sont des éducateurs spécialisés qui interviennent au domicile des personnes et comme on est un service spécifique, on a une formation continuée par rapport aux spécificités de la personne polyhandicapée et de son accompagnement dans le quotidien. On est également là dans un rôle de formateur, donc en fait on offre la possibilité aux familles, lorsqu'elles ont des services ordinaires qui interviennent à domicile, de pouvoir former les intervenants à la spécificité du polyhandicap et de justement de pouvoir avoir à la maison des services tout à fait ordinaires et de savoir que les intervenants sont formés à la spécificité de leur enfant. On fait, comme je l'ai dit, on a un objectif de loisir, donc on propose un calendrier aux familles d'activités. Donc en fait, là, c'est eux qui répondent positivement, négativement aux propositions qui sont faites en dehors d'un jour où ils auraient besoin de répit. On a été créé en 2009 suite à la demande, à l'appel à projet de la WIP. Et on est issu de l'APCUP, qui est l'ASBL des parents et des professionnels autour de la personne polyhandicapée. Donc on est vraiment là dans l'esprit de favoriser l'intégration et de laisser justement la liberté à la famille d'avoir le choix de maintenir la personne polyhandicapée ou pas et de pouvoir garder une vie entre guillemets plus ou moins ordinaire tout en ayant une personne polyhandicapée à domicile. Donc je suis là aussi pour pouvoir répondre aux questions si vous en avez. Voilà. Je vous écoute. Oui. Le micro. Votre service, c'est pour des enfants ou des adolescents? C'est de quel âge à quel âge? On intervient pour toute personne qui est inscrite à la WIP. Donc on a des enfants de quelques mois jusqu'à des adultes. Je pense que dans les personnes les plus âgées qu'on a dans le service, ils ont 55 ans. Mais voilà, la seule condition pour bénéficier du service Wallopoly, c'est d'être inscrit à la WIP. Donc c'est vrai que toutes les personnes qui souffrent de grande dépendance après l'âge de 65 ans, on ne peut pas les inscrire chez nous parce qu'ils n'ont pas le droit au niveau de la WIP, mais sinon voilà, on n'a pas de limite d'âge. Une question très pratique, pour quelle région? Alors on travaille sur la province du Hainaut, du Namurois et du Brabant wallon pour l'instant. C'est pour signaler aussi que la Ligue des familles va développer son service de babysitting aussi pour accueillir davantage les personnes qui ont un handicap, de quelque âge qu'il soit. Donc prochainement, la Ligue des familles va développer ce service-là. Et c'est vrai que j'oublie de dire qu'on est là aujourd'hui parce qu'effectivement le service Wallopoly a dans ses bénéficiaires des personnes qui bénéficient du BAP. Et donc on est là aussi et on intervient dans l'offre de services au niveau du BAP pour les personnes. Oui. Quand vous dites inscrite à la WIP, mais il faut un accord quelconque ou seulement avoir un numéro à la WIP?
En fait, on fait la demande d'intervention au niveau de la WIP. Donc, quand on inscrit une personne, on envoie à la WIP la demande l'avis de première intervention. Et Ouais. on n'a jamais eu de refus pour quelque inscription que ce Il ne soit. faut pas faire une demande pour bénéficier de votre service, si je comprends bien. Donc, en fait, on fait ensemble un rendez-vous et c'est nous qui faisons l'avis de première intervention au niveau du service à WIP. Mais il n'y a pas de... Voilà, y a Donc dès qu'il y a un document en fait justifiant la présence d'un handicap, il y a possibilité d'avoir accès à un service répit. Et donc peut-être pour information, il y a 23 services répit en Wallonie. Et dans le cadre du protocole d'accord à WIP Ligue des familles, il y a justement un contact qui a été pris dans le cadre de la création du service babysitting spécialisé pour personnes, enfants en situation de handicap. Voilà. Je peux demander quelque chose? Oui. Vous dites que on peut avoir être bénéficiaire d'un BAP, mais donc ça ne rentre pas dans le BAP. C'est une intervention en plus de la part de la WIP. Donc, on ne va pas déduire votre intervention du BAP de la personne. Enfin, je ne sais pas. En fait, au niveau des conditions, ça s'arrête vite, Jocelyne. En fait, au niveau, il n'y a pas une double intervention au niveau du BAP, si je m'exprime bien, Grégory, tu me corriges. Donc, il n'y a pas une double intervention du BAP parce qu'en fait, quand on intervient pour les personnes qui bénéficient du BAP, elles payent le prix plein du coût de l'éducateur. Donc, en fait, les personnes ne bénéficiant pas de BAP chez nous, en dessous de 21 ans, on paye 3 € de l'heure, au-dessus de 21 ans, on paye 6 € de l'heure. Mais pour les bénéficiaires du BAP, en fait, le coût réel de l'éducateur par heure prestée est pris en compte et est payé par le budget d'assistance personnelle. J'ai une petite... On paye le service, oui. Oui, j'ai une petite question. Le coût réel de l'heure, alors, c'est combien? C'est 49,51 €, plus ou moins 50 € de l'heure. Qui sera déduit du BAP? Non, ça c'est le coût réel de la prestation. Après, les services, en fonction des aides qu'ils ont à l'emploi, s'ils ont des APE, etc., ils peuvent demander moins. Donc ça peut revenir à 30-35 € de l'heure. Voilà qui m'intéresse. Oui, voilà, donc le bénéficiaire BAP peut également faire appel au service répit, mais alors c'est avec son propre budget, où il va payer un montant qui ne peut pas être supérieur à 8,72 € de l'heure. Donc voilà, mais s'il décide d'utiliser son budget BAP, donc là c'est le coût réel de la prestation. Parce qu'en fait on voulait éviter et permettre au plus grand nombre de personnes d'avoir accès au répit, et donc c'était un peu discriminatoire de permettre aux personnes qui ont déjà un BAP d'avoir accès au répit avec uniquement la part forfaitaire. Donc ça faisait un peu un double subventionnement, et donc il y a eu une décision des instances donc de limiter donc le répit aux personnes qui n'ont pas de BAP. Voilà, à moins que ces personnes utilisent le répit de leur poche en fait. Est-ce qu'il y a des frais de déplacement? Parce que quand on habite tout à fait au fond du Hainaut... En fait, non, on ne demande pas de frais de déplacement pour les éducateurs. Donc, en fait, les éducateurs sont dispersés sur les 3 provinces. Donc, par exemple, j'habite Charleroi, j'ai une collègue qui habite Chapelle-l'Erlémont, j'ai des collègues qui habitent sur la région de Namur et sur le Brabant wallon. Et donc, c'est toujours l'éducateur qui habite le plus près de chez vous qui intervient à votre domicile, ce qui permet aussi d'avoir une certaine constance dans les intervenants à votre domicile. Mais on ne demande pas de frais de déplacement pour se rendre chez vous. Maintenant, si on nous demande de faire un déplacement pour une activité spécifique, si on utilise la voiture de l'éducateur, il y a des frais de déplacement, mais si par exemple on peut utiliser le véhicule de la famille, il n'y a pas de frais de déplacement supplémentaires au coût de l'heure. Donc non, on ne demande pas de déplacement pour venir jusque chez vous, peu importe où vous habitez. Oui, je voudrais dire plusieurs choses. La première, par rapport, c'est plutôt par rapport à une question juridique que j'ai déjà posée souvent à la région wallonne et aux différents ministres et à l'administration par rapport au prix des prestations. Je sais qu'en 2 mots, actuellement, je suis dans un service d'aide à la vie journalière. J'ai comme aide, donc bien sûr, les prestations du service d'aide à la vie journalière, mais aussi prestations d'aide familiale.
les prestations d'aide familiale me conviennent parfaitement par rapport à mon mode de vie et à mes choix de vie. Donc je ne remets pas en question le fait de faire appel à un service d'aide familiale qui vient en surplus de l'aide AVJ, mais le problème au niveau des tarifs se pose de la façon suivante. Je prétends que des personnes handicapées qui, comme moi, touchent l'allocation d'intégration plus l'allocation de remplacement de revenus ne doivent pas être tarissées sur l'entièreté des deux allocations, mais uniquement sur la partie allocation de remplacement de revenus, étant donné que l'allocation d'intégration est normalement prévue pour couvrir les frais supplémentaires liés au handicap. Or, le recours, dans mon cas, à un service d'aide familiale est un coût supplémentaire lié à mon handicap qui me coûte en moyenne 500 € par mois. Pour 60 heures de prestations, 2 heures par jour en moyenne. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est par rapport à l'utilisation du DAT. Je suis en attente d'un DAT, je suis dans les conditions. Je n'ai pas encore le DAT, mais je voudrais en fait que mon DAT puisse couvrir les frais, les périodes non couvertes par les autres services. Je veux dire par là que le DAT pourrait prendre en charge toutes mes envies en dehors du cadre du service d'aide à la vie journalière. Donc je crois que par rapport aux demandes individuelles de DAT, il faut être très souple par rapport aux envies du bénéficiaire, ce qui ramènera un peu de liberté au bénéficiaire par rapport à la gestion de sa vie personnelle et les choix de vie qu'il a envie de vivre, avec qui il a envie de le faire et comment il a envie de le faire. Et la dernière phrase est valable aussi pour les autres services, c'est-à-dire avoir dans la majorité des cas et selon les possibilités, avoir toujours le choix du prestataire de service, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, même si globalement ça se passe toujours très bien. Mais je pense qu'à un certain moment, il y a une confiance qui se crée entre la personne dépendante et la personne qui l'aide, et donc qu'à ce moment-là, il faut être très souple au niveau de l'organisation autour de la personne, ce qui lui permet en fait de gérer beaucoup avec plus de liberté et moins de stress sa vie quotidienne. Ok. Ben voilà, j'avais 3 questions, s'il vous plaît. Un, par rapport au European Association of Service Providers. Vous dites que vous représentez 8 millions de personnes qui travaillent dans le secteur. 8 000. Vous avez 10 000 associations affiliées. Vous voudrez dire m'expliquer maintenant ou comment vous terminez la question? Pour moi, c'est... Bon, n'importe. En tout cas, c'est un grand chiffre. En fait, nous sommes on représente 10 000 services, mais pas 10 000 organisations. Donc, notre membre, tout ensemble, c'est presque 10 000 services dans 33 pays d'Europe. C'est ça. Les 8 millions que j'ai mentionnés sont les chiffres généraux des personnes qui travaillent dans le secteur. C'est 4 millions de services directs et l'autre 4 millions de services généralistes. Donc, pour donner un chiffre des défis qu'on a pour faire
comment se dit, la transformation des services. Ok. Ouais. Donc, je vais arriver avec ma question. Donc, mais vous êtes quand même donc de service provider. Vous n'êtes pas de non-profit. Vous êtes une organisation de profit, vu que vous vendez des services. Donc, ma question et donc ma sous-question est quel est votre lien avec les utilisateurs? Comment vous les impliquez? Premièrement. Deuxièmement, vu qu'il y a le grand nombre des gens qui travaillent dans le secteur, est-ce que vous avez des craintes de désinstitutionnalisation ou de fait que les gens veulent rester plus souvent dans leur domicile et vivre chez eux? Et c'est pour ça que vous participez à réfléchir comment adapter les services à domicile ou les personnaliser ou enlever les grandes comment est-ce que je vais dire ça, le soin en collectif. Et puis troisièmement, combien de personnes avec un handicap travaillent dans le secteur? Ça, c'est par rapport à vous. D'accord. S'il vous plaît. En fait, la question de l'engagement des sous-stagiaires, c'est une question qui est bien sûr très importante pour l'association et pour tous les membres. Et donc, on est en train maintenant, parce que c'est partie de notre stratégie ici, que vous pouvez consulter si vous voulez. Et en fait, c'est une stratégie et on travaille d'abord. On a commencé une consultation avec les associations qui représentent les personnes avec un handicap en Europe, les DPOs, les organisations représentatives, pour voir comment on doit faire ce travail de l'involucration des sous-stagiaires. Donc c'est à niveau, on veut travailler à niveau de l'association même. Et donc, d'abord, avoir plus de personnes avec une situation de handicap qui fait partie de l'association. Deuxièmement, bien sûr, c'est une question de travail de nos membres. Et il y a parmi notre membres, il y a déjà des organisations qui ont mis en place la question de la coproduction des services qu'on a parlé ce matin. Mais bien sûr, les chemins, il reste à être parcouru. Et c'est une question stratégique qu'on va aborder et qu'on a déjà commencé à aborder et qu'on va continuer à travailler. Et donc, c'est à ces deux niveaux, les sous-stagiaires de la coproduction, le co-design des services et après consulter en tout moment quand le service est fourni. Et la deuxième question, c'est comment adapter les services. En fait, on a participé dans les groupes d'experts qui ont produit les lignes directrices européennes. Bien sûr, l'adaptation des services et pour donner des services qui sont tout à d'accord avec la Convention européenne passe par une évaluation interne de tous les services. C'est ça qu'on voudrait que tous nos membres et tous les services des personnes qui offrent un service pour les personnes avec un handicap doivent faire pour répondre vraiment aux besoins. Donc, d'abord, une évaluation interne pour voir comment c'est la situation, et comment on peut, bien sûr, faire la coproduction en réalité, et d'abord, bien sûr, faire des choix stratégiques et des changements opérationnels dans les services pour vraiment répondre aux besoins. Et la troisième question... Je parlais de l'adaptation des services et... Ah, oui. Bon, dans notre association, donc les secrétariats à Bruxelles, il n'y a pas de personnes avec des situations de handicap qui travaillent avec nous. Et dans notre membre, je ne peux pas donner un numéro parce que je n'ai pas les numéros, mais... une partie de nos membres sont des organisations qui sont en même temps des prestataires de services, des fournisseurs de services et personnes qui
pas qui représentent, mais qui travaillent dans les raising awareness, bon, je ne sais pas comment traduire maintenant, des droits des personnes avec une situation de handicap. Donc, dans notre association à Bruxelles, personne. Et dans notre membre, je n'ai pas les numéros, mais je crois que je pourrais les avoir. On doit les savoir, en fait. Je voudrais savoir quels sont les services que vous donnez. Et en fait, nous, comme association, on ne donne pas de services parce qu'on est l'association à niveau européen. Et nos membres, ils offrent tout type de services pour tout type de handicap. Donc, c'est une association qui c'est 10 000 services. Ils offrent de tout type de services. Tout. C'est beaucoup. J'ai une question à vous poser aussi à Madame Tejada. Bon, je suis Arroyo, mais c'est n'importe. Je prononce mal votre nom, je m'excuse. Ok. Alors, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de frustration de la part des associations sans but lucratif qui essayent de trouver des solutions pour les personnes handicapées de grande dépendance, parce que la WIP nous dit constamment qu'il n'y a pas d'argent. Les personnes qui ont plus d'un handicap physique ont peut-être ou ont un handicap mental ou des problèmes de comportement sont les personnes qui ne peuvent pas accéder au BAP pour le moment. Alors en fait, ces personnes ne peuvent pas choisir leur lieu de vie. Alors j'aimerais savoir si une organisation qui représente 10 000 associations va se battre avec nous ou contre nous, de manière à ce que les budgets ne soient pas monopolisés par les organisations, les institutions existantes, et si, à partir du moment où les personnes ne peuvent pas accéder à leur maison, à leur chez eux, parce qu'il n'y a pas d'argent, non pas pour la maison, mais pour les services dont ces personnes ont besoin pour pouvoir s'autonomiser ou vivre le plus normalement possible comme chacun, parce que tout l'argent est déjà monopolisé par les institutions existantes. Alors, le schéma absurde pour ma fille, c'est qu'elle doit rentrer dans une institution pour un jour, dans 10 ans ou dans 20 ans, pouvoir en sortir. Absurde. Alors, est-ce que vos associations, vos organisations sont prêtes à se battre à côté des personnes handicapées et des parents pour que ça arrive maintenant, pas dans 20 ans? Voilà ma question. Merci beaucoup pour la question. Bon, en fait, d'abord, je voudrais absolument, c'est une question surtout, donc, notre association, bien sûr, c'est de représenter les services, mais on doit faire tout à côté des personnes en situation de handicap. Donc, nous sommes très actifs à l'Union européenne et je suis sûre que tout le monde qui a été aujourd'hui ici et qui travaille pour la ESPD, et on a pris compte de ce type de questions et bien sûr qu'on va les tenir en compte dans notre action à niveau européen. Donc, la réponse c'est oui, absolument. Peux poser. Voilà, si je peux intervenir pour citer une situation à peu près similaire de personnes de grande dépendance cérébrolésées en état de conscience minimale. Donc là, on est dans une situation où le retour à domicile pose le même type de problème que ceux que Madame évoquait, coûts, personnes, soins adaptés, etc. Et donc, le souhait que j'évoquerai, moi, c'est au contraire d'avoir la possibilité de rester le temps qu'il faut dans un service
hospitalier, parce que ces personnes ont besoin, et en l'occurrence mon fils avait une trachéo, donc une surveillance constante pour éviter des risques d'étouffement, des sondes, des gastrostomies, etc. Mais enfin, la trachéo était le point le plus critique, vital même. Et nous avons eu la chance, il a eu la chance de séjourner plusieurs fois dans un service de soins palliatifs. Malheureusement, ces services aujourd'hui sont limités en temps, en durée. Donc il a dû en sortir. En sortir pour aller où? On a essayé 2 solutions proposées, la MRS, la maison de soins et de retraite et de soins. Pour moi, qui n'est pas adapté à des jeunes, c'est adapté pour les personnes âgées, mais le personnel non plus n'est pas formé. Donc voilà, mon souhait serait que les services de soins palliatifs puissent garder le temps qu'il faut la personne en situation de dépendance pour lui assurer ce que tout le monde dit vouloir donner et octroyer aux patients, la qualité de vie que tout homme espère. Bon, dans ce sujet-là, en fait, on suit les lignes directrices européennes qui sont très claires par rapport à... Parce que, bien sûr, on nous demande qu'est-ce qui passe si quelqu'un décide, comme vous avez dit, de rester et ce type de services sont nécessaires. Pour nous, c'est très clair que les institutions ne sont pas la solution. Mais, bien sûr, on ne peut pas faire la transition d'un jour à un autre. Donc, il faut avoir des mesures pour assurer que tout le monde peut avoir les soins qu'il décide d'avoir. Donc, d'abord, bien sûr que l'institution, ce n'est pas la solution, mais mettre des mesures pour la transition. Et ça, c'est aussi important parce que quand on fait la transition, que ça peut prendre, je ne sais pas, 7-10 années, et on doit être très clair que les choses ne peuvent pas être faites d'un jour à l'autre. Donc, on doit, c'est vrai, pour quelques années, maintenir les 2 systèmes. Bien sûr, ça coûte parce que on part ici, c'est une question de financement, mais c'est aussi que, donc, à part la question de financement, en fait, le problème, c'est que si les services de proximité ne sont pas développés, la seule solution qui reste, c'est l'institution. Mais on doit créer aussi les conditions pour que ces services de proximité soient pour tout le monde. On laisse personne derrière, même les personnes avec un grand handicap. Donc la question, ce n'est pas de maintenir les institutions pour ça, mais c'est de créer les conditions pour les services de proximité. Et ça, c'est bien sûr une question que ce n'est pas facile, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. D'abord, il faut des financements, et pour ça, même si ce n'est pas une question de s'il n'y a pas d'argent ou il n'y a pas d'argent, non, l'argent, il y a d'argent, mais on doit le mettre où c'est nécessaire et comment on doit le faire. Et pour ça aussi, on doit augmenter la coopération entre les différentes, entre toutes les parties prenantes, pour que tous les systèmes de transition soient possibles, mais le message, c'est laisser quelques personnes derrière, même si ce sont des personnes avec un grand handicap. Les choses, c'est de faire le système de proximité de la bonne manière, et comme ça, on n'a pas besoin d'institutions. Le problème que vous évoquez, donc tout ce qui est soins palliatifs, c'est quand même plus de l'inamie. Donc c'est vrai que les soins palliatifs sont réduits dans le temps, etc. Mais je rebondis sur ce que vous dites. Moi, en tant que coordinatrice d'un service d'aide à la vie journalière, possibilité de faire de la vigilate, etc. Je crois qu'on a le même souci au niveau de l'hébergement par rapport aux éducateurs. Nous ne sommes pas formés, nous n'avons pas d'infirmiers. Donc,
à la limite, le personnel, quand il travaille en service AVJ ou dans le cadre du BAP, on peut être amené à certains moments à faire de la pratique illégale de la médecine, puisqu'on fait des actes infirmiers avec du personnel qui n'est pas qualifié. Et là, il y aurait tout un travail à faire pour permettre à du personnel comme on a en service AVJ, les personnes qui font du BAP, certaines prestations d'aide familiale de titre service, de pouvoir un peu élargir cette nomenclature d'actes infirmiers, parce que Vincent le sait parce qu'il vit en service AVJ, 24 heures sur 24, le personnel qu'on engage sous contrat de travail fait de la pratique illégale de la médecine. Parce que mettre quelqu'un en contention, c'est un acte infirmier, mettre des bas de contention, c'est un acte infirmier, mettre du collyre dans les yeux, c'est un acte infirmier, donner les médicaments, c'est un acte infirmier, ben, ça veut dire que les gens, à ce moment-là, ils ne savent plus rester à domicile. Donc, il y a un souci voilà, c'est l'INAMI d'un côté, c'est le fédéral d'un côté, c'est la région de l'autre. Mais là, il y aurait un travail à faire pour permettre à ces personnes qui travaillent à domicile de pouvoir élargir. Parce que, bon, à partir du moment où la famille peut donner un médicament, peut faire, j'imagine, un lavement, peut sonder son gamin ou son conjoint, mais je trouve que les aidants proches, le personnel qui aide, devrait pouvoir faire également ce type d'acte. Et à ce moment-là, on irait vers un meilleur maintien à domicile. Pour l'instant, on est limité dans le maintien à domicile. Enfin voilà, c'était par rapport à une personne lourdement handicapée qui pourrait peut-être, si on est formé à la trachéo, parce que nous on a eu un tétra trachéotomisé, c'est vrai qu'il est souvent arrivé qu'on le dégageait alors qu'on n'est pas formé pour. Moi, je l'ai fait. Vous le faites, mais bien sûr. C'est le quotidien des aidants à domicile. Voilà. Et on est souvent dans l'illégalité. On va écouter Madame ici et peut-être commencer à limiter les interventions parce que sinon ça ne terminera jamais. Mais donc on va écouter Madame ici et peut-être encore deux... D'accord. Ben, monsieur d'abord et puis Madame. C'est fini. C'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pars du principe que je dis pas pour tous les actes médicaux, mais il y a un certain nombre d'actes médicaux, entre guillemets, qui sont pour moi dans une zone un peu grise, dans le sens où je pars du principe que certaines choses que les personnes handicapées demandent, qui sont parties de la liste des soins infirmiers ou des actes médicaux, sont en fait des choses que les personnes handicapées doivent actuellement faire par des professionnels de la santé. Or, si ces personnes n'étaient pas handicapées et qu'elles étaient parfaitement valides, elles le seraient elles-mêmes. Prenons par exemple une mère de famille qui n'est pas médecin, qui n'est pas infirmière, elle a le droit de mettre un suppositoire à son enfant. Quelqu'un qui est diabétique valide fait ses piqûres Rinen et ses dosages Rinen. Une personne handicapée, alors qu'elle est parfaitement capable de gérer sa vie, ne peut pas le faire. Pour moi, c'est une discrimination au minimum indirecte liée au handicap et à l'état de santé actuel ou futur. Donc, à ce moment-là, il faut qu'au niveau législatif, on soit créatif et que l'on fasse aussi confiance au personnel qui nous entoure, qui sont en fait les personnes qui nous connaissent le mieux après nos parents. Et on doit, à mon avis, au minimum, les former sur des actes infirmiers ou para-infirmiers de la vie quotidienne. Quand ça passe à un autre niveau, à un niveau plus dangereux, alors on passe par la médecine. Ou alors, comme en France, certains services AVJ sont supervisés par un service infirmier qui délègue un certain nombre d'actes à des personnes bien précises. Il y a des formations qui peuvent se faire en quelques heures. Ça ne coûte pas cher. Merci. Moi, j'avais une autre question par rapport aux deux services à domicile, s'il vous plaît.
vous avez seulement 2 personnes à 2 personnels et vous, c'est plusieurs, vous êtes en train de grandir. On a parlé toute cette matinée sur la autodétermination et le choix. Alors, je me demande à quel point vous pouvez assurer cette liberté de choix. Donc, si vous envoyez quelqu'un qui vient à mon domicile et je ne veux pas cette personne-là, j'aimerais bien avoir quelqu'un d'autre, à quel point est-ce qu'il y a cette marge-là? Et aussi, quel est le créneau horaire? Alors, je vais répondre à la plus facile. Le créneau horaire, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous avons juste 2 jours où on ferme le service, c'est le 25 décembre et le 1er janvier. La liberté de choix, tant qu'au personnel qui se rend à votre domicile, on essaye de le faire. Parce que je pense que toutes les personnes dont je m'occupe ne peuvent pas m'aimer, ne peuvent pas m'apprécier. Ainsi, c'est la même chose pour mes collègues. Donc, on essaye à chaque fois de respecter les affinités, mais on a quand même une limite, dans le sens où je pense pour l'instant on est 12 éducateurs sur le terrain. On n'est pas tous à temps plein. Je pense qu'on est à 10 équivalents temps plein. Maintenant, quand sur le Hainaut, pour l'instant on est 4 prestataires de garde sur l'Hainaut et qu'on a 4 demandes de garde, ben, voilà, si vous faites une demande et que votre éducateur que vous préférez entre guillemets est déjà pris, on ne peut pas changer l'horaire. Donc là, à ce moment-là, on vous laisse la liberté de choisir. Voilà, c'est cet éducateur-là qui est libre. Est-ce que vous voulez chez vous ou si vous ne voulez pas, mais on ne peut pas vous offrir une garde à ce moment-là. Donc on essaye de rencontrer les besoins, les affinités de chacun et aussi de respecter le milieu familial. Parce que on est en service à domicile, on est là dans la sphère privée, dans la sphère intime. Moi, je rencontre parfois des situations assez difficiles où je suis dans la première personne qu'on contacte. Parce que, par exemple, j'ai une maman qui m'a appelé un dimanche pour me dire « Mon mari vient de décéder, il faut que tu viennes garder ma fille ». Je suis là, je suis présente dans ces moments-là, dans cette sphère intime, dans ces émotions et c'est clair qu'on essaye de respecter, de favoriser le maintien à domicile, de respecter le libre choix de chacun. On est parfois dans des situations inconfortables quant à l'intimité et les limites de notre intervention. Parce que je dis oui, on peut prester des nuits, mais on est des nuits dans des maisons où il y a une famille qui vit aussi. Donc voilà, c'est clair que Wallopoly essaye de respecter les interventions en respectant à chaque fois les valeurs des familles, parce que par exemple on a des familles qui sont de confession musulmane, l'éducateur masculin ne se rend pas à la piscine avec la jeune fille, ce sont toujours les éducatrices, parce que on connaît la culture, il y a une demande de la famille spécifique et on la respecte, mais on a des limites à la possibilité d'offrir vraiment à chaque fois de répondre à la demande ou aux besoins de la famille, parce qu'il y a des réalités de terrain, il y a des réalités horaires, et voilà, on est éducateur spécialisé, je suis engagé 38 heures semaine, et parfois mon horaire est déjà complet, et je ne peux pas aller dans une famille, même si elle me demande moi spécifiquement, et à ce moment-là, si elle veut pouvoir bénéficier du répit, elle doit pouvoir accepter une autre personne chez elle. Voilà, merci à tous pour vos interventions. Malheureusement, il y a un moment où il faut clore. Ça crée toujours des frustrations, mais voilà, l'heure est là. Comme je vous l'ai dit, donc Grégory et Olivier ont retranscrit toutes ces interventions. Ils en font part à Madame Lassois qui je ne sais pas comment d'ailleurs, mais vous en fera part par la suite. Je pense qu'il y a une conclusion qui est prévue. Il y a aussi un petit cocktail dehors. Voilà, merci à tous d'être venus.